Le monde de la musique est sous le choc après une révélation stupéfiante concernant la fortune cachée d'André Rieu, célèbre pour ses performances envoûtantes et ses compositions intemporelles. Personne n'aurait pu prévoir le bouleversement émotionnel qui allait suivre sa dernière annonce. Derrière les paillettes et la grandeur se cachait un héritage secret. Une fortune non seulement colossale, mais aussi profondément personnelle. Un héritage qui a ému sa famille jusqu'aux larmes. Mais ces larmes n'étaient pas seulement des larmes de joie. Cette histoire est bien plus complexe que ce que l'on pouvait imaginer. Qu'a laissé exactement André Rieu derrière lui? Et pourquoi cela bouleverse-t-il autant sa famille et ses fans? La vérité est tout simplement stupéfiante. Le parcours musical imparable du roi de la valse. Né en 1949, André Rieu est devenu l'une des figures les plus aimées et les plus influentes de la musique classique. Surnommé le roi de la valse, Rieu a gravé son nom dans l'histoire de la musique grâce à son talent exceptionnel de compositeur, violoniste et chef d'orchestre, Submission, qui consistait à transformer la musique classique en une expérience joyeuse et immersive, a captivé des millions de personnes, faisant de lui un phénomène mondial qui transcende les générations. Son parcours a commencé à Maastricht, aux Pays-Bas, une ville imprégnée de culture et d'histoire, où son amour pour la musique s'est éveillé dès son plus jeune âge. Élevé dans une famille de musiciens, André a été profondément inspiré par son père, chef d'orchestre de l'Orchestre symphonique de Maastricht. Les sons des symphonies remplissaient leur maison, et le violon est rapidement devenu une extension de l'âme du jeune André. Ce qui n'était au départ qu'une passion d'enfant s'est transformé en une dévotion pour toute la vie. Mais derrière les ovations debout et les scènes scintillantes, André Rieu cachait un secret qui ne serait révélé que des décennies plus tard, bouleversant sa famille et peut-être même l'héritage qu'il avait construit avec tant de passion. Restez avec nous. Ce que vous êtes sur le point de découvrir va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur l'homme derrière la musique. Son initiation précoce à la musique classique a jeté les bases de ce qui allait devenir une carrière remarquable. Afin de perfectionner ses compétences, Rieu a fréquenté le Conservatoire royal de Bruxelles, l'une des académies de musique les plus prestigieuses d'Europe. Sous la tutelle du célèbre violoniste et professeur André Gordler, Rieu s'est consacré sans relâche à la maîtrise du violon. Son engagement sans faille a été récompensé lorsqu'il a reçu le très convoité premier prix du Conservatoire, une étape importante qui a marqué le début de sa carrière professionnelle. Mais la vision de Rieu sur la musique classique était loin d'être conventionnelle, alors que ses contemporains adhéraient strictement à la tradition. Il envisageait une approche plus dynamique et plus vivante qui rendrait la musique classique plus accessible et plus agréable pour des personnes de tous âges et de tous horizons. Cette vision a donné naissance en 1997 à l'orchestre Johann Strauss, un projet audacieux et ambitieux qui allait redéfinir le paysage de la musique classique. Ce qui rendait l'orchestre Johann Strauss vraiment unique, c'était l'importance qu'il accordait à la joie, à la fête et à l'implication du public. Contrairement aux orchestres traditionnels qui adoptaient souvent une attitude formelle et réservée, l'ensemble de Rieu privilégiait un style de jeu vivant et interactif. Sous la direction de Rieu, l'orchestre a livré des interprétations exaltantes de valses classiques et d'autres compositions très appréciées, en leur insufflant un sentiment de spontanéité et de fête. L'une des interprétations les plus célèbres de Rieu est celle de la deuxième valse de la suite pour orchestre de variété de Dmitri Shostakovich. Sa version a insufflé une nouvelle vie à cette œuvre, lui valant le titre de « roi de la valse » et consolidant sa réputation de maître dans l'art de créer des expériences musicales inoubliables. Le public n'était pas seulement un auditeur passif. Il faisait partie intégrante du spectacle, applaudissante, chantante et même dansant. À mesure que l'orchestre Johann Strauss grandissait, sa renommée mondiale s'étendait. L'engagement de Rieu à rendre la musique classique accessible a conduit à des concerts à guichets fermés dans le monde entier, de l'Europe aux États-Unis, en passant par l'Asie et au-delà. Ces concerts n'étaient pas de simples événements musicaux, mais de grandes célébrations de la musique, de la culture et des liens humains. L'énergie et la passion qu'il apportait sur scène rendaient de la musique classique vivante et vibrante.
comblant le fossé entre le public traditionnel et le public moderne. Le succès de l'orchestre n'était pas seulement une victoire personnelle pour Rieu, mais une victoire pour la musique classique elle-même. Il a prouvé que ce genre musical pouvait être à la fois sophistiqué et divertissant, élitiste et accessible. Sa capacité à rendre les compositions classiques contemporaines et émouvantes lui a valu un public fidèle et diversifié. L'influence d'André Rieu sur la musique classique ne se mesure pas seulement à ses impressionnantes réalisations, mais aussi à sa capacité à toucher le cœur des gens partout dans le monde. Ses concerts continuent d'inspirer les amateurs de musique classique de longue date comme ceux qui découvrent le genre pour la première fois. Grâce à sa passion inébranlable et à son esprit novateur, Rieu a démontré que la musique classique, lorsqu'elle est présentée avec cœur et âme, peut véritablement être un langage universel. Mais quel secret Rieu a-t-il découvert pour rendre la musique classique à la fois élitiste et inclusive? Continuez à regarder pour le découvrir. L'ascension fulgurante du roi de la valse. Le parcours de Rieu ne s'est pas arrêté à ses performances époustouflantes sur des valses classiques. Il s'est transformé en un empire commercial sans précédent dans le monde de la musique classique. Son charisme, son sens du spectacle et son talent pour créer un lien avec le public l'ont fait passer. Du statut de violoniste talentueux à celui de star mondial à la tête d'un empire valant des millions. Les graines de la grande vision d'André Rieu ont été semées en 1978 lorsqu'il a formé son premier ensemble, le Maastricht Salon Orchestra, dans sa ville natale de Maastricht, aux Pays-Bas. Ce fut un début modeste, mais qui lui a permis d'expérimenter son style unique, rendant la musique classique attrayante, joyeuse et accessible à tous. Mais le véritable tournant a eu lieu en 1987, lorsque Rieu a officiellement créé l'orchestre Johann Strauss. Composé initialement de seulement 12 membres, il les a formés rigoureusement pendant 6 mois avant leur premier concert, le 1er janvier 1988. Contrairement aux orchestres traditionnels, ce groupe a adopté la vision de Rieu qui prônait des performances vivantes et interactives, captivant en public qui, en général, se détournait de la musique classique. La popularité de l'orchestre a rapidement grandi, tout comme sa taille. En 2008, il comptait 43 musiciens. Et entre 2008 et 2020, ce nombre est passé à 50, voire 60 membres. Il était clair que l'engagement de Rieu pour rendre la musique classique accessible avait touché le public du monde entier. Cependant, le moment qui a véritablement propulsé Rieu vers la gloire est survenu de manière inattendue en 1995, lors d'un match de football international à Amsterdam. À la mi-temps, Rieu a acheté 60 secondes de temps d'antenne en direct pour interpréter la deuxième valse de Dmitri Shostakovich. Par un coup de chance, l'Ajax a marqué un but juste avant la mi-temps, garantissant ainsi que toute l'attention du stade soit rivée sur la performance de Rieu. Comme il l'a raconté plus tard, la semaine suivante, j'ai vendu 200 000 CD. Ce moment électrisant a transformé Rieu, qui était alors un violoniste talentueux, en une célébrité. Sa notoriété a explosé grâce à de fréquentes apparitions à la télévision et à des tournées européennes couronnées de succès. En 1996, les médias l'ont surnommé le roi moderne de la valse, un titre qui allait façonner son image et sa carrière pendant des décennies. Le succès de Rieu ne s'est pas limité aux salles de concert. Il a su tirer parti du pouvoir de l'image de marque et du divertissement pour élargir son public bien au-delà des amateurs de musique classique traditionnelle. Son orchestre Johann Strauss s'est classé parmi les 25 meilleures tournées du Billboard pendant près de 20 ans, aux côtés de superstars mondiales tels que Bruce Springsteen et Justin Bieber. En 2008, Rieu s'était assuré la place d'artiste classique le plus rentable de l'histoire du Billboard, avec des revenus totaux stupéfiants de 550 millions de dollars. Contrairement à de nombreux musiciens classiques qui dépendent de financements publics ou du soutien d'institutions, l'entreprise de Rieu prospérait selon ses propres conditions. J'ai besoin d'1 million de dollars par mois rien que pour payer tout le monde. Et sans les tournées, c'est encore plus, admettait-il. J'ai 110 personnes à mon service et 100 autres qui travaillent pour moi en freelance. C'est donc une grande famille.
Pour maintenir une activité aussi importante, il fallait disposer de multiples sources de revenus. L'empire de Rieu s'est étendu au-delà des concerts pour inclure son propre studio d'enregistrement, une société de production, une entreprise événementielle et des ateliers sur mesure pour la mise en scène et les costumes. Son souci du détail s'étendait à ses musiciens, qui bénéficiaient d'avantages bien supérieurs à la norme. Un chef cuisinier professionnel préparait leurs repas. Des entraîneurs sportifs veillaient à leur bien-être et des bus Mercedes-Benz spécialement aménagés les transportaient d'une ville à l'autre. Rieu avait même mis en place une crèche privée pour les musiciens qui voyageaient avec leurs enfants. Son approche non conventionnelle de la musique classique n'était pas sans susciter des critiques. Certains puristes de la musique classique ont qualifié ses performances de trop sentimentales ou commerciales, mais Rieu a accepté ces critiques, insistant sur le fait que ses spectacles étaient destinés à créer une expérience joyeuse et immersive, où la musique, la danse et les costumes se combinaient pour produire une soirée magique. J'essaie de créer un Gesamtkunstwerk, une œuvre d'art totale, expliquait-il, s'inspirant du concept du légendaire compositeur Richard Wagner, qui consistait à mélanger plusieurs formes d'art en une expérience harmonieuse. Sa vision s'est avérée être un succès phénoménal. Contrairement aux orchestres traditionnels qui peinaient à se financer, l'entreprise de Rieu est restée rentable grâce à la vente de billets, de DVD, de produits dérivés et même de plateformes de streaming. Il a créé une marque qui alliait la tradition classique au divertissement contemporain, séduisant un public mondial en quête de nouveautés. Pourtant, le chemin vers le succès de Rieu n'a pas été sans difficulté. En 2008, il a frôlé la faillite après avoir investi massivement dans une somptueuse réplique de château qui s'est avérée beaucoup plus coûteuse que prévu. Cependant, la résilience et l'indépendance financière de Rieu lui ont permis de rebondir et d'en sortir plus fort que jamais. C'est sa capacité d'adaptation et d'innovation qui lui a permis de garder une longueur d'avance sur les difficultés financières du secteur. Alors que de nombreuses institutions classiques voyaient leur public décliner, André Rieu a continué à attirer des millions de personnes grâce à son mélange unique de tradition et de spectacle. Ses concerts n'étaient pas de simples représentations, mais de grandes célébrations où le public se sentait libre d'applaudir, de chanter et même de danser, ce qui est rare dans les salles de concert classiques. En refusant de se plier aux règles rigides du monde classique, Rieu s'est taillé une place à part. Son empire s'est bâti sur la joie, l'émotion et le sens du spectacle, permettant à la musique classique de s'épanouir dans un monde moderne qui semblait souvent trop rapide pour un art aussi intemporel. Mais comment André Rieu a-t-il construit un empire et une fortune en brisant les codes du classique? Continuez à regarder pour le découvrir. Le château d'André Rieu, symbole de réussite musicale et de rêve d'enfance. Le parcours d'André Rieu pour transformer la musique classique en une expérience accessible et joyeuse pour tous se reflète dans le succès stupéfiant de son empire financier. Ses réalisations remarquables vont bien au-delà des salles de concert et des mélodies de valse. Elles touchent profondément sa vie personnelle, comme en témoigne un achat qui symbolise à la fois ses rêves d'enfance et son succès extraordinaire. Cet achat? Un majestueux château du 16e siècle à Maastricht, au cœur de son empire musical. Le château de Rieu n'est pas seulement une maison de luxe, c'est le joyau de son patrimoine. Niché dans le cœur historique de Maastricht, ce château, connu sous le nom des Huiler de Torre House of the Small Turrets, est un symbole étonnant de son ascension vers la renommée mondiale. Cependant, ce magnifique morceau d'histoire ne faisait pas partie des projets initiaux de Rieu. Alors qu'il était en vacances dans le sud de la France en 1999, le comptable de Rieu l'a appelé pour l'informer que la façade du château était à vendre. Au départ, les Rieu ne cherchaient pas activement une nouvelle propriété. Mais quand une occasion se présente, on ne peut pas la laisser passer. Nous ne cherchions pas vraiment, mais une telle occasion ne se présente pas tous les jours. Se souvient Marjorie Rieu, l'épouse d'André. Ce qui rend cet achat encore plus remarquable, c'est le lien personnel qui unit André à cette propriété. Enfant, il avait pris des cours de piano dans ce même bâtiment, qu'il trouvait alors sombre, humide et quelque peu déprimant. À l'époque,
Il n'avait pas une opinion très favorable du château, mais sa fascination pour les châteaux avait commencé très tôt, grâce à son amour pour les bandes dessinées de Tintin. Dans l'un des albums, Tintin et le professeur Calculus vendent une invention et achètent un château. Le jeune André se souvient avoir pensé « Je voudrais vivre là-bas ». Ce rêve d'enfance s'est réalisé le 11 septembre 1989, lorsqu'il a acheté le château pour 1,45 million d'euros, soit environ 1,9 million de dollars. Au moment de l'achat, le château était divisé en plusieurs parties. André et Marjorie ont poursuivi leurs efforts de restauration et ont travaillé à réunir l'ensemble de la structure. Les origines du château sont profondément ancrées dans l'histoire. La cuisine, sa partie la plus ancienne, date de 1452, et une grande partie de la structure a été construite en 1626. Le lien entre Rieux et le château est encore plus profond, car selon la légende, le célèbre mousquetaire français d'Artagnan y aurait pris son dernier petit déjeuner avant de mourir lors du siège de Maastricht en 1573. La restauration du château n'a pas été réalisée par des designers professionnels, mais principalement selon la vision d'André. Il a éclairci les pièces sombres, ajouté des touches de feuilles d'or et meublé l'espace avec des pièces uniques qu'il a découvertes lors de ses voyages à travers l'Europe. Sa passion pour la beauté et la nature transparaît dans la création d'une orangerie de style français remplie d'oiseaux et de plantes tropicales. Il décrit avec tendresse son achat en disant « D'autres achètent une Ferrari, mais moi, je voulais une serre remplie de papillons. Et c'est que j'ai. » La valeur du château ne cesse de croître, non seulement en raison de son charme historique, mais aussi grâce à son emplacement au sein du vaste portefeuille immobilier de Rieux. À Maastricht, André possède 34 propriétés, dont 6 bâtiments près du château et plusieurs parcelles de terrain. L'entretien d'une structure aussi emblématique a toutefois un coût. La pierre tendre du château nécessite des travaux de rénovation et d'entretien constants. À peine ai-je réparé une moitié que je dois déjà m'attaquer à l'autre. Note Rieux. D'importants travaux de rénovation ont été effectués en 2015 afin de réparer les dommages causés au toit et aux murs par l'érosion de la pierre au fil du temps. Il est intéressant de noter que, bien que Rieux ne vive pas dans le château, préférant une maison vieille de 150 ans dans une rue voisine, le château reste la pièce maîtresse de son patrimoine. Il est en quelque sorte une magnifique représentation de son empire musical, un symbole de la réalisation de ses rêves d'enfant et de son succès musical. Au fil du temps, le château est devenu partie intégrante de son identité publique. Il admet même « J'utilise le château pour promouvoir mes concerts ». Pour ceux qui ne connaissent pas le monde de la musique classique, l'idée que le roi de la valse vive dans son propre château est fascinante. Avec sa remarquable collection de violons, dont des Stradivarius de grande valeur, il n'est pas étonnant que cette propriété continue de fasciner et d'attirer l'attention des médias. Le château est plus qu'un simple rêve personnel pour André Rieu. Il est le symbole durable de son héritage musical, incarnant à la fois ses aspirations d'enfance et ses réalisations inégalées dans le monde de la musique classique. Mais qu'est-ce qui fait du château d'André Rieu et de sa collection inestimable de violons le symbole ultime de son héritage musical? Continuez à regarder pour le découvrir. Les violons inestimables d'André Rieu, le cœur de son empire musical. L'immense fortune d'André Rieu ne repose pas seulement sur ses tournées de concerts ou le grand château qu'il possède. Sous son menton, caché à la vue de tous, se trouvent certains de ses biens les plus précieux. Ces violons rares et inestimables. Ces instruments à cordes exceptionnelles ne sont pas seulement des outils essentiels pour créer la musique magique qui l'a rendu célèbre, ils représentent également un investissement dont la valeur n'a cessé de croître au fil des ans, devenant des trésors valant plusieurs millions de dollars. L'un des instruments les plus emblématiques de la collection de Rieu est un violon Stradivarius de 1667. L'une des premières œuvres du légendaire luthier italien Antonio Stradivari, fabriqué à une époque où Stradivari perfectionnait encore son art. Ce violon est profondément lié au parcours de Rieu. Je jouais sur le Stradivarius de 1667, un instrument que l'homme avait fabriqué pendant ses fiançailles avec sa future épouse, a un jour confié Rieu.
Il a en quelque sorte mis dans cet instrument tout l'amour qu'il ressentait pour elle. C'est ce lien émotionnel profond qui a fait que la relation de Ryu avec ce violon dépasse le simple cadre professionnel. C'est quelque chose de personnel. Acquérir un instrument aussi rare et précieux n'est pas une mince affaire. Surtout dans le monde très fermé des experts et des collectionneurs de violons. Ryu se souvient à quel point il a été difficile d'en trouver un, décrivant la quête d'un Stradivarius comme une entreprise très exclusive. Il faut vraiment s'immiscer dans le monde du violon. C'est un petit monde. Seules 3 ou 4 personnes décident pour le monde entier, a-t-il fait remarquer. Une fois que la nouvelle s'est répandue que Ryu était à la recherche d'un Stradivarius, les offres ont afflué. Elles sont venues comme des mouches sur du miel, a-t-il déclaré en souriant. Des musiciens et des collectionneurs du monde entier cherchaient à lui vendre leurs instruments, impatience que le virtuose les joue. À mesure que le succès de Ryu grandissait, sa collection s'agrandissait. Il a finalement fait l'acquisition d'un Stradivarius encore plus rare, datant de 1732. Avec cette nouvelle acquisition, les médias ont parfois rapporté des dates différentes, car le violoniste alternait entre les 2 instruments emblématiques. Mais qu'il s'agisse du 1667 ou du 1732, les 2 violons font partie de l'histoire musicale exceptionnelle de Ryu. La valeur d'un Stradivarius est stupéfiante, ces instruments coûtant souvent plusieurs millions d'euros. Le violon Stradivarius le plus cher jamais vendu, le Lady Blunt Stradivarius, a atteint la somme astronomique de 15 millions d'euros. La valeur de ces instruments dépasse de loin leur fabrication artisanale époustouflante. Ryu, avec son éloquence habituelle, les replace dans un contexte historique qui les rend encore plus précieux. Quand je fais un petit calcul, je me rends compte que les arbres qui ont servi à fabriquer les instruments Stradivarius ont dû être plantés au moment où Christophe Colomb a découvert le Nouveau Monde, a-t-il déclaré. Ce sens de l'histoire, de l'intemporalité, fait de ces instruments bien plus que de simples outils coûteux. Ils deviennent des pièces d'histoire vivantes qui continuent de fasciner les musiciens et les collectionneurs. Pour Ryu, le lien qui l'unit à ses violons est profondément émotionnel. Il compare souvent un violon à une femme, remarquant qu'un violon est vraiment comme une femme. Elle est unique. Il y a beaucoup de femmes, mais une seule femme que vous aimez. Avec un violon, c'est la même chose. Cet attachement émotionnel à ces instruments montre que, pour Ryu, ils sont bien plus que de simples investissements. Ce sont des compagnons bien-aimés qui l'accompagnent dans son parcours musical. Mais posséder des violons d'une telle valeur implique également des défis particuliers, notamment en matière de protection. Transporter des instruments valant des millions de dollars à travers les continents pour des concerts n'est pas une mince affaire, et le coût financier lié à leur sécurité est considérable. Les instruments nécessitent une assurance spéciale, et Ryu a un jour souligné avec humour le déséquilibre dans ses priorités. Mon violon est assuré, mais pas mes mains. Même si son Stradivarius vaut plus que de nombreuses maisons, c'est l'instrument lui-même, son bois précieux et sa valeur historique qui sont vraiment prioritaires pour Ryu. Les mesures de sécurité entourant ces violons sont tout aussi méticuleuses. Le Stradivarius voyage souvent avec son propre garde du corps et bénéficie même d'un traitement de première classe sur les vols afin de garantir la sécurité de l'instrument et le maintien de la bonne température pendant les voyages internationaux. Pour Ryu, rien n'est trop cher lorsqu'il s'agit de protéger ses biens précieux. Son attachement à ces instruments est si profond qu'en 2021, lorsque la pandémie de COVID-19 a plongé son orchestre dans une crise financière, il a fait une déclaration audacieuse qui en a surpris plus d'un. « Je vendrai mon Stradivarius pour soutenir mon orchestre », a-t-il déclaré. « C'est l'œuvre de ma vie. Vous comprenez. Je jetterai alors ma vie que j'ai construite et eux avec moi. Nous le ferons ensemble. » Sa volonté de se séparer de l'un de ses biens les plus précieux pour assurer la survie de son orchestre montre à quel point Ryu apprécie les relations qu'il a nouées au fil des ans avec sa musique et ceux qui l'ont aidé à lui donner vie. Heureusement, la pandémie n'a pas obligé Ryu à prendre des mesures aussi drastiques et les
Concerts sont repris avant qu'il n'ait à envisager de vendre son précieux violon. Mais le sentiment qui transparaît dans ses paroles souligne l'amour et le dévouement sincère qu'il éprouve pour les instruments qui ont joué un rôle si essentiel dans son parcours. Depuis ses débuts comme violoniste dans une petite ville de Maastricht jusqu'à son statut de roi de la valse, adulé par des millions de personnes à travers le monde. Mais que pensez-vous de la façon dont André Rieu a bâti sa fortune grâce à son violon? Nous aimerions connaître votre avis. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.